Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau meet-up, cette fois-ci sur un nouveau sujet, le don du sang. Aujourd'hui, on accueille Émilien qui fait partie de l'EFS et qui aura l'occasion de se présenter juste après. Et on organise ce meet-up grâce à Kylian qui est porteur de ce sujet et qui est un grand donneur finalement pour le don du sang. Et donc, je lui laisse la parole. Du coup, samedi dernier, c'était la journée mondiale du don du sang. Je sais pas si vous étiez au courant. Et du coup, j'ai profité de l'occasion pour organiser ce meet-up avec Emilien. Et j'ai eu envie d'organiser ce meet-up en fait pour faire passer un message, l'importance du don du sang. Ça fait plus de 2 ans en fait que je suis référent à Nantes chez Extia pour organiser les événements de collecte mobile entre collègues, donc que ça soit les consultants ou les fonctions support. Et du coup, tous les 2 mois en fait, il y a un événement qui est créé sur Vamos et qui permet en fait aux gens de s'inscrire et de nous rejoindre pour donner leur sang sur Nantes. Et je donne aussi mon plasma entre les dons du sang assez régulièrement. On peut le donner 2 fois par, enfin toutes les 2 semaines plutôt. Et donc voilà. Donc si ça permet aujourd'hui à ne serait-ce qu'une personne de franchir le cap de donner son sang, ben, j'aurais rempli la mission. Je vais laisser maintenant la main à Emilien, qui sensibilise le grand public au quotidien et qui permet à de nombreuses personnes de franchir ce cap justement. Déjà, merci à tous d'être présents. Merci à Kylian, également d'avoir proposé ce meet-up sur, le don de sang, l'importance. Je vais essayer d'introduire, l'importance du don, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, à qui ça sert, et cetera. Donc, si vous avez des questions durant la petite présentation, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Moi, pour m'introduire rapidement, donc je m'appelle Émilien, je travaille à l'établissement français du sang depuis maintenant 7 ans bientôt, sur Nantes principalement. Je suis chargé de communication et de promotion des dons et d'événementiel. Mon rôle, c'est de faire en sorte que nos collectes soient le plus remplies possible, et d'organiser aussi des collectes qu'on appelle événementielles, comme celle qu'on a pu avoir la semaine dernière pour la journée mondiale, à la H-Arena, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Kylian, en tant que donneur. J'espère que ma connexion est bien là? C'est nickel, Oui, je crois Ça, qu'il y a, OK, il y a- il y top. a- on est bon. C'est revenu. OK, donc pour résumer, rapidement, donc moi je travaille à l'établissement français du sang qu'on appelle aussi l'EFS et non pas confondre avec l'ESF, pour le ski français. On a souvent une petit, la petite erreur. On a une mission de service public et nous, au fait, on est l'opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France. Ça veut dire quoi, au fait? Ça veut dire qu'on est les seuls habilités à pouvoir collecter des poches de sang, sur le territoire français. C'est un service public. Il n'y a pas d'opérateur privé. Le seul autre organisme qui peut collecter des poches, c'est l'armée, qui a un système propre à lui, notamment pour tout ce qui est opération spéciale. Voilà, c'est très particulier, mais grosso modo, pour le grand public, on est les seuls à pouvoir collecter des poches. Et nous, notre mission, c'est d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que le but, c'est de ne pas avoir à acheter de produits sanguins de l'étranger, euh, et de pouvoir collecter suffisamment de poches pour les patients français. Nous, en région Centre et Pays de la Loire, on va se permettre de soigner 45 000 patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre région, en fait, on va collecter plus de poches par rapport aux besoins. Et le surplus que l'on va avoir, on va le transmettre à d'autres régions qui, elles, collectent moins, notamment par rapport à leurs besoins, notamment en Île-de-France. Il y a des gros hôpitaux, donc énormément de besoins. On va aussi transmettre des poches, nous, en région PACA et également dans les DOM-TOM, Martinique, Guadeloupe. Voilà. Donc, un patient des Pays de la Loire va recevoir du sang d'un donneur des Pays de la Loire. Mais le surplus que l'on va avoir, nous, on va le transmettre à d'autres régions. On est ce qu'on appelle une région exportatrice. Et donc, on ne fait pas que du don de sang, il y a aussi des activités de recherche et de labo. On a notamment des équipes sur Nantes qui travaillent sur des cancers du sang. On fait de la coopération internationale, des échanges de bonnes pratiques et également de la biothérapie. Et on a, pour ceux qui habitent Nantes, on a une usine de biothérapie, c'est de la recherche médicamenteuse de pointe, on va dire. On a une usine à Saint-Herblain. Alors, c'est vrai que
généralement, je pose oui, il y a le petit sondage. J'avais une question au départ. J'aime bien commencer par poser la question qui a déjà donné son sang. Euh, donc, si vous pouvez répondre, je vais répondre aussi d'ailleurs. Alors, on va dire sang et plasma ou plaquettes d'ailleurs. On va pouvoir élargir un petit peu. J'espère que tu as eu l'occasion de donner aussi, Emilien, de ton côté, du coup. Ouais, j'ai la chance de pouvoir donner, donc j'en profite. C'est clair qu'avec les différentes contraintes aussi, certaines ne peuvent pas donner. D'ailleurs, on peut donner des chiffres là-dessus. Je sais qu'il y a, Voilà. enfin, du coup, j'ai vu qu'il y a il y Alors, a 4% des personnes qui peuvent donner donnent voilà. actuellement, c'est ça? Alors, 4% des Français en âge de donner. Donc, en gros, on peut donner du jour de ses 18 ans jusqu'à la veille de ses 71 ans. Donc, ça fait une population française d'environ 39 millions de personnes. Donc, sur cette population en âge de donner, on a 4% des Français qui donnent leur sang au moins une fois dans l'année. Voilà. Et pourquoi Donc, on va voir si on jusqu'à atteint. 71 ans max? Alors, c'est un consensus médical qui a été fait. C'est pour, en fait, c'est un texte de loi qui a été établi. Certains donneurs pourraient donner jusqu'à 75, 80 ans peut-être, mais au fait, il y a un moment donné, un groupe de médecins s'est réuni pour dire voilà, il faut poser un cadre légal et donc mettre un âge limite. Ça a été augmenté. Il y a une dizaine d'années environ. Avant, on était plutôt sur la veille des 66 ans et ça a été augmenté de 5 années. OK, merci. Alors, sur le sondage, du coup, je vois donc oui dans l'année, oui pas cette année et donc non sur 10 votes, ce qui nous donne 40%, ouais, donc, qu'on donnait dans l'année. Bon, très bien, bravo. Donc voilà, c'est le chiffre un peu du milieu là, avec alors on ne va pas poser la question, mais si je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est important de donner son sang? Voilà, il y a 90% des Français qui sont convaincus que c'est important. Alors il y a un écart entre ces 90% et ces 4%. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons. Alors déjà, certains ne peuvent pas donner malheureusement parce qu'ils ont par exemple eu une transfusion de sang, ils ont reçu des poches de sang plus jeunes. Donc ça, c'est une contre-indication définitive. On peut avoir une certaine maladie qui fait qu'on ne peut pas donner. Enfin voilà, plein de raisons. Il y a d'autres raisons qui peuvent être la peur de l'aiguille, la peur de ce qu'on appelle la blouse blanche, l'environnement médical, la peur de la vue du sang. Voilà. Alors moi, mon rôle aussi, c'est d'essayer de lever ces freins. La peur de l'aiguille, pour vous dire, l'aiguille est quasiment la même que pour une prise de sang. La peur de la vue du sang, moi, ce que je conseille toujours, c'est tout simplement de ne pas regarder le sang. On tourne la tête et voilà, on est piqué sur un bras, on regarde de l'autre côté, ça peut passer. Et surtout, au fait, il y a une des principales, je dirais, contraintes, c'est que pour beaucoup, tout simplement, on ne pense pas aller donner son sang parce qu'on n'a personne dans son environnement qui a déjà donné. Donc, on n'a pas d'amis, dans sa famille, dans ses amis, personne ne parle autour de soi du fait qu'il donne. Et donc, on ne se dit pas instinctivement, ah bah tiens, je pourrais aller donner mon sang. Donc, c'est pour ça le rôle des gens comme Kylian, c'est top parce que c'est des gens qui vont inciter leurs collègues à aller donner. L'idée, c'est aussi d'essayer de venir à plusieurs. Ça permet une certaine émulation et d'enlever certains freins. C'est vrai Moi, que, alors, juste oui, pour couper, vas-y. c'est vrai que de base, comme tu le dis exactement, quand on n'a pas de personne dans l'entourage qui en parle ou qui donne, etc., on n'y pense pas vraiment. Et c'est vrai que moi, de base, c'est une collègue qui allait faire un don et qui a proposé aux gens dans l'open space d'y aller. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et au final, c'est comme ça qu'après j'ai pris le relais, mais du coup, on est quelques habitués maintenant à y aller grâce à ça justement. Et puis après, pareil, j'en parle aussi à la famille. Donc après, il y avait ma mère et mon frère qui dit, ok, bon, c'est vrai que j'ai testé et tout. Ma mère, à chaque fois, elle s'est piquée 3 fois parce qu'il trouve pas la veine. Mais en général, ça se passe bien. Donc c'est cool. Ça permet vraiment que tout le monde puisse donner. Ouais. Enfin, en parler, c'est vrai que c'est déjà le première étape, quoi. Ouais. Alors ouais, c'est pour ça, même s'il y a des donneurs parmi vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous quand vous donnez ou quand vous allez donner parce que c'est très important aussi de communiquer et de faire connaître au grand public,
l'importance des dons et notamment en fait, du fait que ça reste un geste, assez simple au final. Moi, pour avoir emmené plusieurs personnes à donner pour la première fois, ce qu'on me dit après souvent, c'est, bon voilà, c'est je m'attendais à quelque chose, d'assez énorme et au final, ça reste un geste assez simple et assez anodin. Donc, hésitez pas à en parler. Alors, savoir aussi, c'est que sur l'ensemble du territoire français, on a besoin de 10 000 dons de sang par jour, pour soigner tous les patients. C'est des besoins qui sont hyper réguliers. Le sang, ça ne se conserve pas éternellement. On a une durée de conservation des globules rouges qui est de 42 jours et donc, nous, on a une gestion, des stocks qui est très importante chez nous, très rigoureuse. On est à, alors de mémoire, c'est 0,7 de perte des poches, à l'année. On essaye de voilà, parce qu'on connaît l'importance, des poches et de bien avoir une gestion hyper rigoureuse de tous ces stocks. Et au fait, on a aussi lors de notre planification, de nos collectes, quelque chose au fait, on planifie nos collectes à l'année et donc on essaye d'avoir, une planification très régulière toutes les semaines pour atteindre, si vous voulez, nous, sur Nantes, on est à environ 1000 entre 1000 et 1200 poches de sang par semaine. On doit collecter entre 1000 et 1200 poches, de sang par semaine. Et donc, l'idée, c'est de pas de collecter, par exemple, 1500 poches une semaine et 500 de l'autre, parce qu'à un moment donné, il va se créer un déséquilibre dans nos stocks et ce qui ne serait pas bon. Donc, on essaye d'être constant tout au long de l'année. Là, on arrive à une période qui est un peu délicate après tous les ponts du mois de mai. Les gens, partaient en week-end, pensaient un peu moins à donner et ce qui fait qu'on a des stocks qui baissent un petit peu. C'est très régulier tout au long, tous les ans et donc on doit, essayer de rebooster ces stocks, avant l'été. Heu et enfin, on a des donneurs, la grosse enfin, on va dire 38 de nos donneurs ont entre 50 et 70 ans, c'est des donneurs assez âgés, mais plus que ces 38 en fait, c'est des donneurs qui sont très réguliers. C'est des gens qui sont bien établis dans leur vie professionnelle, qui ont une vie de famille, qui est faite, qui ont des enfants qui sont un peu plus grands, donc ils trouvent un peu plus de temps pour pouvoir aller donner. Et au fait, pour un donneur qui ne peut plus donner en raison de son âge, en proportion du nombre de dons qu'il effectue, on est obligé de recruter 2 nouveaux donneurs. Je donne toujours un exemple assez basique, le donneur de 71 ans faisait 2 dons en moyenne par an. Le nouveau donneur fait un seul don par an. Donc pour compenser les 2 dons, du donneur qui ne peut plus donner en raison de son âge, on est obligé de recruter 2 nouveaux donneurs. Donc on est obligé de recruter continuellement 2 nouveaux donneurs, d'où l'importance des sensibilisations. Et donc l'objectif final, c'est d'être en mesure de délivrer en tout moment, à tout moment et en tout lieu le bon produit sanguin compatible. Ça veut dire qu'on habite, Nantes, Lyon, Bordeaux, Martinique, Guadeloupe, Réunion, peu importe. Si on a besoin d'une poche de sang, on doit pouvoir en recevoir une, enfin en tout lieu, à tout moment, donc qu'on soit le 17 juin, 14 juin, 1er janvier, 25 décembre, peu importe, on doit pouvoir recevoir une poche de sang et qu'on soit d'un certain groupe sanguin ou d'un autre, on doit pouvoir recevoir la poche de sang qui correspond à notre besoin. Alors, il y avait une question tout à l'heure, je l'ai vue, sur, est-ce que, c'est risqué de donner son sang? Est-ce que donner comporte des risques? Alors non, parce qu'on a un système en France où, on a ce qu'on appelle la sécurité transfusionnelle. Alors pour ceux qui ont déjà donné, on vous pose, une quarantaine de questions, j'y reviens un petit peu plus tard. On a un questionnaire où on voit si vous êtes, apte ou pas à donner. On va vous prendre votre tension, on va vous faire un test d'hémoglobine pour ceux qui n'ont pas donné depuis un certain temps ou qui n'ont jamais donné, pour savoir si vous avez un taux d'hémoglobine suffisamment important pour pouvoir donner et encore plus important, en fait, c'est, du matériel à usage unique, stérile, bien entendu et donc il y a aucun risque à donner et donc le système français, on a cette chance-là, c'est un des systèmes, les plus rigoureux, voire le plus rigoureux au monde. Alors, en toute transparence, on a eu dans les années 90, au niveau mondial et également en France, certaines affaires, liées au sang et ce qui fait que depuis 2000 et la création de l'Établissement français du sang, on a des procédures qui sont très, très strictes, là-dessus. Alors, donc le don de sang, qu'est-ce que c'est? Alors c'est juste un processus par lequel une personne majeure, il faut avoir 18 ans, est volontaire. On ne force personne à donner son sang pour qu'on lui prélève du sang qui sera ensuite transfusé à un patient qui a besoin. On va prendre du sang d'une personne, en bonne santé pour le transfuser à une personne qui n'est pas en bonne santé.
En France, c'est un acte bénévole, citoyen et gratuit. C'est le principe de non-marchandisation du corps humain. En France, on ne peut pas vendre ses organes. On n'a pas une rémunération quand on donne son sang. La seule contribution que vous aurez à donner votre sang, c'est une collation après votre don et également le sentiment d'avoir réalisé une bonne action. Voilà, c'est la seule contribution. Et je rajouterais également que c'est anonyme, c'est-à-dire que quand vous donnez votre sang, vous ne savez pas à qui il va. Et si un jour vous recevez du sang, vous ne savez pas de qui il provient. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si un jour vous recevez du sang, vous savez que ça proviendra d'un donneur des Pays de la Loire, si vous êtes dans les Pays de la Loire, mais c'est tout. Et à ce jour, il n'y a aucun produit qui ne peut remplacer le sang humain. Alors, vous voyez, vous imaginez tous une poche de sang, à quoi elle ressemble, ce liquide rouge. Eh bien, en fait, dans le sang, il y a 4 composants. On va avoir principalement du plasma, c'est le liquide dans lequel baignent toutes les autres cellules sanguines. Donc, c'est principalement du plasma, 55%. On va avoir des globules rouges, 44%, ce qui donne la fameuse couleur rouge. Alors, pour ceux qui ont vu déjà les épisodes Il était une fois la vie, sur les globules rouges, les globules blancs, voilà, petit rappel. Et après, on va avoir des plaquettes et des globules blancs. Alors nous, à l'EFS, on ne va pas utiliser les globules blancs, ils vont être filtrés, on va les séparer, on n'en aura pas besoin. Par contre, on va conserver le plasma, les globules rouges et les plaquettes. Ce qui va se passer, c'est que votre poche de sang, quand vous avez donné votre sang, elle va dans une centrifugeuse. Avec la force centrifuge, donc la machine qui tourne très très vite, on va avoir les 3 composants qui vont avoir une densité différente, un peu comme de l'huile et de l'eau. On va avoir la couche de plasma, la couche de globules rouges, la couche de plaquettes. Donc, on va séparer ces 3 éléments pour faire une poche de plasma, une poche de globules rouges, une poche de plaquettes. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à partir d'un don de sang, on permet de sauver 3 vies. Parce que vous allez sauver une personne qui aura besoin de plasma, une personne qui aura besoin de globules rouges et une personne qui aura besoin de plaquettes. Voilà. Et donc, vous voyez la durée de conservation de ces 3 éléments. Donc, les globules rouges, comme je le disais tout à l'heure, c'est 42 jours. Plaquettes, 7 jours. Et le plasma, ça va être 1 an en surgélation, c'est-à-dire congélation très rapide pour tuer toutes les bactéries. Et donc, comme je le disais, à partir d'un don de sang, on va permettre de sauver une personne qui aura besoin de plasma. Alors, une personne qui aura besoin de plasma, ça va être, par exemple, un grand brûlé. On va transfuser du plasma. On va transfuser du plasma également en cas d'hémorragie très importante. Accident de la route, la personne a perdu beaucoup de sang. On va lui donner du plasma, mais également des globules rouges. Et également, en cas de cancer. En fait, on fabrique de plus en plus de médicaments grâce au don de plasma. On a de plus en plus de pathologies qui sont soignées grâce au plasma. Le plasma, c'est ce qu'on appelle maintenant l'or jaune. Il y a voilà, au niveau mondial, il y a une énorme demande sur le plasma et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les globules rouges, on va permettre de soigner, c'est ce qu'on s'imagine tout de suite, accident de la route, une chirurgie, un accouchement qui se passe mal, ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. On va transmettre également des globules rouges. Et aussi beaucoup utilisé dans tout ce qui est maladie du sang, et notamment la drépanocytose, qui est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, qui touche principalement les populations d'origine afro-caribéenne et d'Afrique subsaharienne. Ces personnes-là peuvent recevoir 3 à 4 poches de globules rouges tous les mois pendant des années pour pouvoir être soignées. Et enfin, les plaquettes, ça va être toutes les personnes qui sont en déficit immunitaire, maladies génétiques comme les hémophiles. Et donc, déficit immunitaire, c'est quand votre organisme ne fabrique pas suffisamment de globules blancs. Par exemple, l'exemple que je donne régulièrement, c'est les enfants bulles à l'hôpital qui sont dans les chambres hermétiques. Voilà, eux, ils ont un déficit immunitaire qui est quasiment à 0 et ils ont besoin de plaquettes. Et donc, chaque année en France, 1 million de patients sont soignés grâce aux dons. Donc, c'est assez important. Et donc, on peut tous être directement ou indirectement touchés par la maladie, par un accident, et donc avoir besoin un jour de produits sans cas. Alors, ça, c'était la petite intro sur le sang. Qu'est-ce que c'est? À qui ça sert? Je vous ai tous motivés à aller donner votre sang la prochaine fois que Kylian vous enverra un petit message ou à la fin avec toutes les collectes qu'il va vous montrer. Comment ça se passe une collecte? Donc, préalable, on s'inscrit, on prend un rendez-vous sur la journée et le créneau qui nous intéresse le mieux. Et après, donc, on se présente le jour de la collecte.
On a 4 étapes principales. On se présente à l'accueil. La personne de l'EFS vous enregistre dans la base de données où vous retrouve si vous avez déjà donné. On regarde si tout est OK la dernière fois, si ça fait un certain temps que vous avez donné. Enfin, on reprend toutes vos coordonnées. Elle vous donne un questionnaire à remplir qui fait une quarantaine de questions assez simples. On répond par oui ou par non. Il y a même une colonne « je ne sais pas » au cas où. Ça va être est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous êtes allé voir un médecin, un dentiste? La seule question où on ne répond pas par oui ou par non, c'est pour les liés au voyage. Est-ce que vous avez voyagé dans un pays étranger dans les 3 dernières années? Et là, on détaille un petit peu plus. Vous remplissez ce questionnaire tranquillement et après, vous faites un entretien avant le don avec un médecin ou une infirmière habilitée à faire passer les entretiens. On balaye le questionnaire, on prend votre tension, on regarde si tout est OK. 90% des cas, vous pouvez donner, vous passez à l'étape 3 au prélèvement. Il y a 10%, généralement en moyenne, 10% des donneurs qui sont contre-indiqués, que ça soit temporairement ou définitivement, parce que pour une raison X ou Y. Vous ne pouvez pas donner, vous passez directement à l'étape 4, à la pause à plus. Vous avez fait l'effort de vous déplacer, si vous le souhaitez, vous pouvez quand même manger. Donc dans 90% des cas, on passe à l'étape 3 au prélèvement. Le prélèvement, ça dure 7 à 10 minutes et on prélève jusqu'à 480 millilitres de sang. Donc pour vous donner une petite image, c'est un peu moins que la capacité d'une bouteille de 50 centilitres. Donc 7 à 10 minutes de prélèvement réalisé par un infirmier ou une infirmière. Et ensuite, vous passez à l'étape 4, la collation. On vous offre à manger et à boire. Alors, soit vous donnez, il y a une association qui est là pour vous aider et potentiellement, elle va vous offrir des sandwichs. Enfin, on a plusieurs choses, des crêpes. Enfin, par exemple, à la collecte de la Journée mondiale, on a eu des crêpes, des macarons, des sandwichs, enfin, plein de choses. Ou alors, on n'a pas d'association et donc c'est une collation EFS. Voilà, je ne sais pas où vous avez déjà donné. Si vous avez eu la chance d'avoir des collations de bénévoles, des fois, elles sont plutôt sympathiques. Et donc, entre l'arrivée et la sortie, on compte 1 heure en moyenne pour pouvoir donner son sang. Voilà. 1 heure pour sauver 3 vies, le ratio est plutôt pas mal. Et donc, votre poche, elle ne va pas directement de votre bras au donneur. Il y a quand même des étapes intermédiaires. Et c'est là aussi où je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur est-ce que c'est, je reprends les mots, est-ce que ça comporte des risques? Voilà, même pour le receveur, est-ce que ça peut comporter des risques de recevoir une poche d'une personne qu'on ne connaît pas? Mais en fait, on a donc plusieurs étapes entre le bras du donneur et le bras du receveur. On a vu l'étape 1, le prélèvement. En plus de votre poche de sang, pour ceux qui ont déjà donné, vous avez pu voir qu'on prélevait 6 tubes échantillons. Tous ces tubes-là, ils sont envoyés dans un laboratoire qui est à Angers, pour le Grand Ouest, où on va analyser le sang. Que ce soit votre premier, 10e, 200e don, peu importe, on prélèvera toujours ces 6 tubes échantillons et il y aura toujours des analyses qui seront faites. En fait, on va analyser votre groupe sanguin, on va analyser des maladies du sang comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et plein d'autres maladies. Dans 99, alors, oui, du coup, vous pourrez répondre à la question si vous voulez, pour connaître votre groupe sanguin. Tac. Et donc, 99,9% des cas, il n'y a pas de souci, votre sang est nickel. Donc la poche, elle va dans la fameuse centrifugeuse où on va séparer les 3 éléments, globules rouges, plasma, plaquettes. S'il y a quoi que ce soit à cette étape 2, la poche, elle est mise de côté, elle ne sera pas du tout utilisée. On vous appelle, on vous dit voilà, on a potentiellement détecté quelque chose, ça serait bien que vous reveniez faire des analyses. On refait des analyses qui confirment ou pas le premier diagnostic. Alors, des petits exemples, j'ai 2 exemples là-dessus. Par exemple, l'année dernière, on a eu un donneur suspicion de VIH, donc sida. Très compliqué, donc on appelle le donneur. On lui dit que voilà, on a potentiellement détecté VIH dans son sang. Ça serait bien qu'il revienne faire des analyses. Et après, les 2 autres analyses se sont révélées négatives, tant mieux. Mais dans tous les cas, on appelle le donneur, il revient faire des analyses et on confirme ou pas le premier diagnostic. C'est vrai Et que deuxième exemple, oui, je pardon, voulais couper. vas-y. C'est vrai que du coup, ça permet aussi un peu de. Enfin, moi, j'avais détecté justement une carence à ce niveau-là par rapport le fait que les analyses soient faites avec mon sang, ça
peut détecter aussi des choses chez nous qu'on ne détecte pas de manière générale parce qu'on ne va pas forcément faire de prise de sang. C'est vrai que ça peut être par moment aussi bénéfique aussi pour nous. Voilà, on vous dira si au niveau du fer aussi vous êtes limite, et du coup vous serez contre-indiqué un certain temps et on vous dira d'aller voir votre médecin pour essayer de réduire cette carence. Et l'autre exemple que j'ai, c'est une dame qui donnait son sang, enfin qui a donné son sang une fois, du coup, et on lui a détecté la maladie de Vaquès, qui est une maladie du sang. Et maintenant, en fait, elle est suivie régulièrement. Et en fait, cette maladie-là a été détectée grâce à un don de sang ou à cause d'un don de sang, je ne sais pas. Mais donc maintenant, je travaille avec elle sur Nantes pour faire une exposition parce que c'est une artiste qui fait des tableaux en lien avec sa maladie et qui va exposer chez nous. Voilà. Donc les poches, une fois qu'elles sont préparées, on va avoir notre poche de globules rouges, de plasma et de plaquettes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transfuse une personne, on ne va jamais lui transfuser une poche de sang directement. Soit on va lui transfuser une poche de globules rouges, soit une poche de plaquettes, soit une poche de plasma, des fois 2 des 3 éléments, des fois les 3 éléments aussi. Mais on ne va jamais transfuser directement du sang. On va forcément transfuser une de ces 3 poches ou les 3. Et donc ces poches-là, après, elles vont à la distribution. La distribution, c'est quoi? C'est les motos ou les voitures qu'on peut voir sur la route urgence sang. Au fait, ils viennent chez nous, ils nous disent: «Voilà, j'ai une ordonnance, j'ai besoin de 2 poches de groupe A+, pour monsieur Martin, au CHU de Nantes». On lui transmet ces 2 poches de groupe A+, et lui, il les emmène à monsieur Martin pour qu'ils soient ensuite transfusés. Sur toutes ces étapes-là, il va y avoir plein de codes barres qui sont collés sur tous les tubes échantillons, sur la poche, sur la fiche du donneur, pour être sûr que la poche qu'on a prélevée au départ, c'est bien la poche qui sera transfusée, enfin les produits sanguins qui vont être prélevés au départ seront bien les produits sanguins qui seront transfusés à la fin. Et il y a quand même une dernière vérification de compatibilité des groupes sanguins entre le donneur et le receveur avant la transfusion. Ça prend 30 minutes et au fait, on est sûr de pouvoir transfuser le bon groupe sanguin. Et donc, d'où la question, est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Super. Alors, différents groupes sanguins, il y a nous, on utilise ce qu'on appelle le système ABO. On a 4 groupes sanguins principaux, le A, le B, AB et O, avec des résus qu'on appelle positifs négatifs. Donc, on est soit A+, soit A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. En bas à droite, vous avez la répartition dans la population française. Alors, je ne crois pas qu'on avait mis, c'est vrai, la question, si vous pouvez détailler, ou alors le dire dans le chat autrement, les différents groupes sanguins, mais parmi les 10 personnes, logiquement, on aurait 3 à 4 personnes qui seront du groupe A+, 3 à 4 personnes qui seront du groupe O+, on aura une personne du groupe B+, environ. Après, ça peut varier sur un petit panel comme nous, mais et après, ça va se répartir entre les autres groupes sanguins. Donc, OK, bah, voilà, donc ça se confirme plutôt. On a du A+ et du O+, ce qui est plutôt logique. Alors moi, perso, je suis AB+. À ce niveau-là, Emilien, est-ce qu'il y a un intérêt du coup à connaître son groupe sanguin? Par exemple, je sais pas si on a un accident ou ça, je pense que Non, ça se alors, retrouve, mais non, parce que même si on a notre carte de groupe sanguin sur soi, on fait toujours une vérification du groupe sanguin, quand on le peut. Et justement, en cas d'urgence vitale, SAMU pompiers, ils partent toujours avec des poches de groupe O négatif. C'est-à-dire, le motard a un accident de la route, on doit le transfuser dans les 30 minutes, on n'a pas le temps de faire une vérification des groupes sanguins, on doit le transfuser sinon il décède, et ben, on va lui transfuser du O-, du O négatif. Ça, on est sûr que ça va à 100 de la population française. En fait, c'est ce qu'on voit sur la présentation. En bas à gauche, il y a la compatibilité donneur-receveur. Donc, ce qu'on voit, c'est que le donneur universel, on dit souvent que le donneur universel, c'est le O, enfin, on peut entendre ça. Le vrai donneur universel, c'est le O négatif. En fait, le O négatif peut donner, s'il y a une personne O négatif parmi vous, elle peut donner à 100 de la population française. Le O positif, donc comme Constance, on peut donner à 85 de la population française, c'est-à-dire à tous les groupes sanguins de résus positifs. Voilà. Le A+ peut donner à son propre groupe sanguin et au receveur universel qui est le AB+. Le B peut donner à son propre groupe sanguin et au receveur universel. Le O, lui, ne peut recevoir
que de son propre groupe sanguin. Et le AB, lui, peut recevoir de tous les groupes sanguins. Donc moi, je suis AB+, par exemple. Vous avez donné votre sang, j'ai besoin d'une poche de sang. Je peux recevoir une poche de tout le monde parmi vous. Voilà. Le corps humain est plutôt bien fait parce que tout à l'heure, je parlais de plasma. Il y a aussi la possibilité de faire des dons que de plasma ou que de plaquettes. Et pour le plasma, le donneur et le receveur universel sont inversés. C'est-à-dire que le receveur universel en plasma, c'est le O, et le donneur universel, c'est le AB. Donc moi, étant donneur universel en plasma, j'ai plutôt tendance à donner mon plasma plutôt que mon sang, parce qu'en plus, j'ai été facilité pour pouvoir donner facilement. Donc voilà. Sont-ils les mêmes pour les dons de plasma Hop. Mince. Les correspondances donneurs sont-ils les mêmes pour les dons de plasma et de plaquettes? Bah, du coup, c'est ça, c'est inversé. Donc, en gros, le A et le B peuvent donner à leur propre groupe sanguin et donner au receveur universel. Donc, pour le sang, receveur universel AB, pour le plasma, receveur universel le O. Et le AB donc, peut donner, lui, à son propre groupe sanguin pour le plasma et recevoir. Non, peut donner à tout le monde, pardon, pour le plasma et recevoir de son propre groupe sanguin, je vais y arriver. Et le O, lui, peut recevoir de tout le monde en plasma et par contre peut donner que O. Voilà. J'espère que c'est assez clair sur les groupes sanguins. Ça veut dire que quand excusez-moi Léa, quand on donne notre sang, ça veut dire que comme c'est séparé, le plasma qui est récupéré de notre groupe, du coup, il est. En fait, si moi je Oui, prends quelqu'un qui est au moins, bah, en fait, il est donneur universel, mais par rapport aux globules rouges, du coup, par rapport aux oui, plaquettes c'est ça. aussi, et le plasma, du coup, l'inversement, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, après, on va fabriquer des poches de globules rouges à partir du sang de plusieurs donneurs qui vont être du même groupe sanguin. Ok. Donc, en Mais fait, du coup, moi on va faire une ouais. poche. Oui. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, on fait une poche de globules rouges de groupe, par exemple, O-, une poche de plasma de groupe O- également. Et donc, on va pouvoir les donner à certaines personnes. Donc, on sait que pour les globules rouges, elle va pouvoir aller à tout le monde. Par contre, pour le plasma, elle pourra aller qu'à des receveurs de groupe O. Voilà. OK. Mais du coup, est-ce qu'il y a des dons de plasma parce qu'il y a beaucoup d'affiches à chaque fois dons du sang de manière globale, Mmh. mais est-ce qu'il y a aussi des journées où c'est juste don de plasma et donc on récupère vraiment que le plasma? Oui, bah, on peut faire un don, que de plasma ou que de plaquettes. Alors, c'est un peu différent. Alors, c'est vrai qu'on communique beaucoup sur le don de sang, voire que maintenant on communique de plus en plus pour le plasma. J'y reviendrai juste après parce qu'on va faire un petit focus sur le plasma. Mais, en fait, l'idée du don de sang, c'est que ça parle beaucoup plus aussi au grand public. Donc c'est plus facile à faire venir les gens à un don de sang. Et aussi, le don de plasma, au fait, c'est des machines spécifiques. Heu et donc on ne peut faire un don de plasma que dans ce qu'on appelle une maison du don. Donc c'est un lieu fixe où les machines, elles restent. Et donc c'est que dans les grosses villes, donc on va dire, Loire-Atlantique, ça va être Nantes-Saint-Nazaire, Lyon, enfin, il y a plusieurs maisons du don à Lyon, Bordeaux, enfin voilà. Mais on peut faire des dons que de plasma et que de plaquettes. OK, ça marche. Merci. Et est-ce que le corps d'un receveur peut rejeter le sang, comme les organes, même s'il est compatible? Alors, en fait, il y a effectivement, des fois, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et également, en fait, il y a quand on crée ces fameuses poches, on va vraiment, faire en sorte d'avoir quelque chose de plus, comment dire? Heu, hem neutre possible, au fait, qu'il soit à peu près, dans une moyenne. Voilà. Donc, en fait, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare quand même. Et après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je ne crois pas. Voilà. Hop. Et donc, le don de plasma, comment ça se passe? Alors, pourquoi je vais un peu plus aussi parler du don de plasma? Pas forcément le don de plaquettes parce que c'est vraiment un don très spécifique, mais le don de plasma, tout à l'heure, je vous parlais qu'on était autosuffisant en France sur les globules rouges, enfin sur le sang.
Pour le plasma, on n'est pas autosuffisant, notamment pour la fabrication des médicaments grâce au plasma et on est obligé d'en importer pour les 2/3, des États-Unis, où là-bas le don est rémunéré et on est, dans un contexte géopolitique, un peu particulier avec les États-Unis et donc on essaye de réduire cette dépendance par rapport aux produits plasma, des États-Unis et donc on communique de plus en plus, nous, en interne, et même à l'externe auprès des donneurs et du grand public sur les enjeux du don de plasma. Donc un don de plasma, comment ça se passe? Il y a le don en soi est identique, sauf qu'on doit le faire donc dans une maison du don sur une machine spécifique. En fait, ça dure un peu plus longtemps. Le prélèvement en lui-même dure 45 minutes, contre 7 à 10 minutes pour un don de sang. Pourquoi? Tout simplement, en fait, on va avoir plusieurs cycles, qui vont se répéter. On va faire un prélèvement, on prélève le sang, comme pour un don de sang classique. Donc on aura les 3 composants dans le sang, plasma, globules rouges, plaquettes, qui vont aller dans un petit tube. Le plasma sera séparé, va aller directement dans la poche et les globules rouges et les plaquettes vont aller dans un autre tube qui, une fois qu'il est rempli, le prélèvement s'arrête et on restitue les globules rouges et les plaquettes au donneur sur un même bras, sur un même circuit. En fait, donc ça, c'est un cycle, ce qu'on appelle un cycle. Et on va avoir, alors ça dépend des donneurs, mais on peut avoir entre 7 à 10 cycles par donneur. Ça dure environ 45 minutes, ça peut aller de 30 minutes pour des personnes jusqu'à 1 heure pour d'autres, parce qu'on va prélever suivant un rapport taille-poids. Voilà. Donc toi, Kylian, tu te disais que tu donnais ton plasma. Alors moi, je sais que ça dure environ 45 minutes pour moi. Moi, c'est un peu pareil, mais il y a la machine qui montre un peu l'avancée. Quand on va Oui. voir le docteur, on détermine par rapport à notre poids et notre, je sais pas si c'est par rapport à la taille aussi, mais du coup, combien on va pouvoir donner en millilitres. Moi, je suis à 840. Et Oui, c'est ça, oui. du coup, on voit en fait sur la machine l'avancée des différents cycles. Donc, moi, après, j'essaye de pomper rapidement pour battre mes records. Faut pas le faire trop non plus. Mais du coup, voilà, moi, c'est à peu près pareil. C'est dans les 45 minutes à peu près. Mais, mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a le bras qui serre, hop, ça prend, il desserre, Voilà, ça c'est ça. enlève, etc. Et donc, le plasma, c'est composé à 90% d'eau. C'est pas ce qui va nous intéresser quand on prélève du plasma, mais c'est pour dire, il faut bien boire avant, pendant et après le don. Et c'est un don qui peut être intéressant aussi pour les sportifs. Alors moi, personnellement, je sais que je cours pas mal, et du coup, c'est un don que je peux faire plus facilement qu'un don de sang. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'eau et on récupère beaucoup plus vite après un don de plasma. En fait, on récupère ses globules rouges, tout simplement. Après, c'est un peu pareil que pour un don de sang. On dit de ne pas faire d'activité physique intense dans les 24 heures qui suivent un don. Voilà, on essaye de respecter ça aussi pour le don de plasma. Mais voilà, donc dans le plasma, on a 90% d'eau, c'est pas ce qui va être intéressant. On va avoir par contre 7% de protéines, et notamment les immunoglobulines. Alors, immunoglobulines, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une protéine qui va permettre de soigner des gens qui sont notamment en déficit immunitaire. On va fabriquer des médicaments pour ces immunoglobulines, notamment des personnes qui sont atteintes de cancer, par exemple. Et parce qu'au fait, quand on a un cancer, on peut faire de la chimio qui va tuer les cellules cancéreuses, mais pas que. Et donc, on va créer un déficit immunitaire qui peut nous affaiblir. Et donc, l'idée, c'est de renforcer ses défenses immunitaires via notamment certains médicaments. Et donc, au début, je disais que via un don de sang, on va prélever du plasma. Donc on pourrait se dire, bah voilà, on peut continuer à prélever plus de sang, ça suffirait. Et ben non, en fait, parce que via un don de plasma, on va prélever 2 à 3 fois plus de plasma, et ce qui fait que c'est plus intéressant pour nous. Et après, le plasma, on va l'avoir sous 2 types d'utilisation, soit par transfusion, hémorragie très importante en réanimation, et également donc sous forme de médicaments. Et donc ce plasma, il est envoyé à un laboratoire, donc le LFB, qui est le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. C'est un laboratoire privé, mais détenu à 100% par l'État. Donc c'est pas une multinationale pharmaceutique qui va en extraire les protéines et qui va fabriquer des médicaments pour pouvoir soigner environ 500 000 patients tous les ans. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de réduire encore une fois cette dépendance par rapport au plasma des États-Unis. J'y reviens pas, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, le plasma aux États-Unis est rémunéré. Et si vous voulez, les acteurs
plasma aux États-Unis s'installent à la frontière mexicaine et dans les quartiers défavorisés pour pouvoir prélever du plasma contre rémunération. Et ce qui pose un problème à la fois éthique. Nous, en France, on est limité à 24 dons par an pour le plasma, et aux États-Unis, un donneur peut donner jusqu'à 104 fois par an. Donc, c'est quasiment 4 fois plus. Enfin, c'est même 4 fois plus. Et donc, au fait, plus on donne, après, il y a un taux à 104 dons par an, le taux d'immunoglobuline dans le sang peut baisser et du coup affaiblir le donneur. Ce qui voilà, est quand même assez problématique. Et quel est le besoin quotidien ou annuel de sang en France? Donc, c'est 10 000 dons de sang par jour sur l'ensemble du territoire français. Et à quelle fréquence peut donner? Ben voilà, Kylian a répondu. Et donc, il y a une différence entre hommes et femmes. C'est parce qu'une femme peut avoir un taux de fer un peu plus faible dans le sang, notamment lié au cycle menstruel. Et donc, c'est de date à date. C'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir fait plus de 6 dons depuis le 17 juin 2024, par exemple. Et du coup, 4 pour les femmes, je le répète pour ceux qui nous Ouais. regarderaient en replay. Du coup. Hop. Alors, pour le plasma, les étapes sont identiques par rapport à un don de sang. Accueil, entretien, prélèvement, pause, le questionnaire elle-même. Il faut compter 1h30 de l'arrivée à la sortie. Il y a quelques contre-indications qui sont moins importantes pour le don de plasma, notamment donc, pour les personnes qui ont un taux d'hémoglobine un peu faible dans le sang. Voilà, c'est moins important pour le don de plasma. Et également, on a une contre-indication liée à des voyages dans les pays à risque de paludisme qui a lieu pour le sang, mais qui n'a pas lieu pour le don de plasma. Voilà. Alors, pour se présenter à un don, il faut donc, je le répète, avoir entre 18, on peut donner du jour de ses 18 ans jusqu'à la veille des 71 ans. C'est la veille des 66 ans pour un don de plasma ou de plaquettes. Il faut peser au moins 50 kg pour un don de sang, 55 pour un don de plasma. Ça, la raison, c'est parce qu'on prélève sur un rapport taille-poids. En dessous d'un certain point, on ne prélèverait pas assez. On n'a pas les poches qui sont dimensionnées pour. Et il faut venir avec une pièce d'identité avec photo. Ça peut être de manière numérique, ça passe très bien. Être en bonne santé. Voilà, si vous êtes malade, attendez un peu d'être de nouveau en bonne santé pour pouvoir venir donner. Et surtout, ne pas être à jeun et bien s'hydrater. Ce n'est pas une prise de sang classique, donc il faut bien manger, bien boire avant de donner. Si jamais vous venez donner à midi et que vous avez mangé le matin à 7 h du matin, on va vous donner quelques petits gâteaux avant votre don pour bien assurer le coup. Mais voilà. Donc, et pensez à apporter votre gourde, mais on vous donnera de l'eau également si vous avez oublié votre gourde. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça, c'est une idée reçue, justement, parce que oui. pour une prise de sang, souvent, il faut être à jeun. Et on me dit souvent que mais il faut être à jeun pour donner son sang. Je suis en mode, non, justement, c'est l'inverse. Il faut justement bien manger. Ouais. Voilà, bon, ça arrive sur chaque collecte, je pense. On a au moins un ou deux donneurs qui pensent Ouais. et qu'il ne faut pas manger. On a toujours des gâteaux à donner et des bouteilles d'eau au cas où. Tout ça, c'est pour assurer la fameuse sécurité transfusionnelle entre le donneur et le receveur. Et moi, ce que je conseille pour les personnes qui n'ont pas donné depuis longtemps ou qui n'ont jamais donné, vous tapez sur Internet « Est-ce que je peux donner mon sang ?» Vous allez tomber sur le quiz des principales contre-indications. Il n'y a pas toutes les contre-indications, mais il y a vraiment les principales. Et comme ça, voilà, si vous passez ce test-là, ça prend 3-4 minutes. Si vous le passez, normalement, il n'y a pas de souci, vous pourrez donner votre sang. Après, on n'a pas forcément toutes les contre-indications au cas où, mais n'hésitez pas à faire ce test. Bon, très rapide, vous pourrez le relire à tête reposée. Le PDF, de toute façon, je vous l'enverrai, bien entendu. Contre-indication temporaire définitive. Définitive, on ne peut plus donner, on ne peut pas donner. Donc, la grande majorité des cancers, même si on est en rémission totale. Tout ce qui est maladie chronique, maladie de Crohn, maladie de l'intestin, etc. Tout ce qui est problème cardiaque ou antécédent d'AVC, parce que en fait, la fréquence cardiaque peut un petit peu augmenter après un don, et donc on évite tout risque. Les personnes transfusées qui ont reçu déjà des poches et les personnes qui ont des infections actives transmissibles comme le VIH, hépatite B, hépatite C qui peut se transmettre via le sang. Temporaire, c'est si on est malade, on attend entre 7 jours et 2 semaines.
soins dentaires, les femmes enceintes ou ayant accouché dans les 6 derniers mois. Voilà, les principales contre-indications. Tatouage piercing, à l'heure actuelle, c'est 4 mois et au 1er septembre, ça va baisser à 2 mois. Voilà. Antécédent d'usage de drogue par intraveineuse. Bon, je le déconseille, mais on ne sait jamais. Et par contre, si vous fumez autre chose que de la cigarette, ce n'est pas une contre-indication. Il faut juste pouvoir être apte à répondre aux questions du médecin. Pareil pour l'alcool. Alors, sachant que ça déshydrate, voilà, on évite. Mais si jamais vous avez bu une bière, un whisky avant de venir donner, ce n'est pas une contre-indication. Il faut juste pouvoir être apte à répondre aux questions et du coup, c'est le médecin qui va déterminer si c'est OK ou pas. Un seul partenaire sexuel dans les 4 derniers mois. Et pareil, si votre partenaire a eu plusieurs partenaires, c'est un seul pour lui. Donc ça, vous avez cette question-là et notamment dans le fameux questionnaire, on a cette question: est-ce que, à votre connaissance, votre partenaire a eu plus d'un partenaire dans les 4 derniers mois? Voilà. On dit généralement: «Je ne pense pas», mais voilà. De toute façon, les tests seront quand même faits après via les petits tubes échantillons. Certains séjours dans les pays à risque de paludisme, on attend 4 mois. De toute façon, ça, si vous avez voyagé dans un pays et vous ne savez pas si vous pouvez donner, vous faites le test en ligne, des principales contre-indications. Ça vous dit: «Vous avez voyagé, récemment?» «Oui». Vous avez la liste de tous les pays. Vous sélectionnez le pays où vous avez voyagé et votre date de retour et ça vous dit si vous pouvez ou pas donner. Assez simple. Et enfin, les personnes qui ont séjourné plus d'un an cumulé au Royaume-Uni dans les années 80-90, ça c'est lié à la maladie de la vache folle de Creutzfeldt-Jakob. Voilà, c'est toujours une contre-indication définitive. Où est-ce qu'on peut donner son sang? Donc, comme je disais, dans une des maisons du don, enfin une maison du don, pardon, qui sont principalement situées dans les grosses villes de chaque département. En collecte mobile, donc collecte mobile, c'est dans les communes, dans des entreprises ou dans des écoles. Donc, bah, pour vous, ça sera plutôt dans des communes. En gros, on se déplace avec un camion, tout notre matériel. On s'installe à la journée dans une salle des fêtes ou une salle polyvalente, avec tout, donc avec notre personnel également. On accueille les donneurs, on repart le soir avec tout notre matériel et les poches de sang. Et comment on prend rendez-vous? Il y a 2 solutions, soit sur le site internet, alors, pas obligé de retenir le site internet, vous tapez, «rendez-vous don de sang», vous allez tomber directement dessus, vous aurez une cartographie. Vous tapez le nom de la commune, vous aurez toutes les collectes autour de cette commune qui vont apparaître, et avec les différentes dates. Vous choisissez la date, la collecte, l'horaire qui vous convient et vous remplissez, les différents, champs demandés. Et sinon, on a également une application mobile. Donc, sur l'application, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez aussi votre historique de dons, le nombre de dons que vous avez effectués, les différents types de dons. Vous pouvez faire le test des principales contre-indications également. Pour un donneur, pour un donneur volontaire et en bonne santé, faudrait-il privilégier un don plus qu'un autre ou devrait-on varier toutes les 2 semaines? Alors, très bonne question. Heu, on Alors, au niveau du sang, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais moi, je pourrais me dire: «Bah, je suis AB, je peux donner que aux AB, donc ça ne sert à rien que je donne mon sang». Eh bien, non, en fait, on accueille tous les groupes sanguins parce que, comme je le disais au début, on a une gestion des stocks qui est hyper stricte et par exemple, moi, je peux recevoir, en tant qu'AB, tous les groupes sanguins. On va me donner, si j'ai besoin d'une poche de sang, on va me donner suivant les stocks, qui sont les plus hauts. Donc c'est vraiment très important de donner. Vous pouvez donner n'importe quel type de don, peu importe votre groupe sanguin et effectivement, si vous pouvez varier les dons, c'est encore mieux. Vous pouvez faire, donc on peut donner son sang toutes les 8 semaines. Entre 2 dons de sang, on peut très bien faire un don de plasma. Le plasma, ce qu'il faut retenir, donc le sang, c'est toutes les 8 semaines et le plasma, ce qu'il faut retenir, c'est toutes les 2 semaines. C'est-à-dire, on peut faire un don de plasma toutes les 2 semaines. On peut faire un don de plasma 2 semaines avant un don de sang ou 2 semaines après. Voilà. Donc on peut très bien faire un don de sang, 2 semaines ou 4 semaines après, un don de plasma et 4 semaines après, un don de sang. On aura nos 8 semaines entre nos 2 dons de sang et nos 2 semaines minimum entre les 2 dons de plasma. Enfin, avec le don de plasma. Donc on peut tout à fait, varier les dons et c'est ce qu'on encourage aussi de plus en plus. Hop, oh là et pour terminer, donc ça, c'est un numéro vert également si jamais, il y a une prise de médicaments très spécifique,
par exemple, peu importe, une prise de médicaments, vous pouvez appeler ce numéro vert. Là, un médecin vous répondra, vous rappellera pour vous répondre à votre question. Et également, on est sur les réseaux, donc Facebook, Insta, TikTok, X, YouTube, LinkedIn. Hésitez pas à suivre l'actualité. Et sur YouTube, notamment, on va avoir des petites passives vidéo qui vont résumer un petit peu l'intervention d'aujourd'hui. On va avoir des témoignages de receveurs. Ça, c'est hyper enrichissant aussi. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.